Dans cette famille, personne n'a jamais posé la question à voix haute. Qui s'occuperait du père quand il ne pourrait plus le faire seul? Personne n'a demandé, parce que tout le monde, au fond, connaissait déjà la réponse. Ce serait Hélène. Bien sûr que ce serait Hélène. C'était toujours elle. Elle avait 42 ans et elle avait passé sa vie entière à être celle qui répare tout, celle qui arrive la première et qui repart la dernière, celle qui ne demande jamais ce qu'on lui doit, mais seulement ce qu'il reste à faire. Elle avait grandi comme ça, elle s'était mariée comme ça, et elle était devenue veuve comme ça, très jeune, avec une petite fille de 3 ans accrochée à sa main et pas grand-chose dans les poches. Elle avait 3 frères, Antoine, l'aîné après elle, Marc, celui du milieu, et Julien, le plus jeune. 3 garçons élevés dans la même maison, sous le même toit qui sentait le café du matin et le bois ciré, mais ils n'avaient pas appris la même chose qu'elle. Eux avaient appris qu'il existait une sœur pour s'occuper de tout. Elle avait appris que si elle ne le faisait pas, personne ne le ferait. Et là, ce matin-là, le téléphone allait sonner. Une nouvelle qui allait tout changer. Si ces histoires de courage et de dignité vous touchent, prenez un instant pour vous abonner. La suite vous attend. Ce matin-là, c'est elle qui a remarqué la première, avant tout le monde. Henri, son père, avait toujours été de ces hommes solides qui ne se plaignent jamais. Le genre d'homme qui répare une chaise bancale sans qu'on le lui demande, qui range sa boutique chaque soir au carré. Alors quand il a commencé à décliner, il l'a fait en silence, à cette manière des hommes forts qui ne savent pas demander de l'aide. D'abord les vertiges, puis les jambes qui ne suivaient plus, qui hésitaient sur la dernière marche. Lui, il faisait semblant de rien. Mais elle, en venant déposer un plat le dimanche, elle a vu sa main trembler autour de la tasse, le café qui débordait un peu sur la soucoupe. Et elle a compris. C'est elle qui a pris rendez-vous. Elle qui a parlé au médecin, noté les recommandations sur un carnet. Elle qui a déplacé le fauteuil, fixé une barre dans le couloir, retiré le tapis où il aurait pu glisser. Ses frères, eux, ont appris la nouvelle par téléphone. Antoine a dit « Tu me préviens si ça empire, hein ?» Marc a envoyé un peu d'argent, une fois, et s'est senti quitte. Julien a promis de passer le week-end suivant, puis le suivant. Il n'est jamais venu. Et pendant que eux continuaient leur vie, tranquille, elle réorganisait la sienne autour d'un seul homme, sans savoir encore ce que ce choix allait vraiment lui coûter. Les mois qui ont suivi, elle a vécu coupée en 3. Le matin, elle déposait sa fille, Léa, devant l'école, l'embrassait sur le front, lui glissait son goûter dans le sac. Puis elle filait à la caisse du magasin où elle travaillait depuis des années. Le bip régulier du scanner, les pièces froides au creux de la main, le sourire qu'on garde même quand on est épuisé. Et à midi, au lieu de souffler, elle traversait la ville pour aller préparer le repas de son père. Les soirs où il se sentait mal, elle restait. Elle dormait dans le vieux fauteuil du salon, celui qui sentait le tissu usé et la cire, l'oreille tendue vers la chambre, prête à se lever au moindre bruit. Personne ne le lui avait demandé. Personne ne la remerciait non plus. Mais elle le faisait quand même, parce que c'était son père, et qu'elle n'arrivait pas à imaginer qu'un homme qui avait tant donné finisse seul, au moment où il avait le plus besoin de quelqu'un. Un soir, alors qu'elle remontait la couverture sur ses épaules, il a ouvert les yeux et lui a pris la main. « Tu sais, ma fille, l'argent, ça s'épuise. Mais ce que tu sais faire de tes mains, ça, personne ne pourra jamais te le prendre. » Elle a souri sans vraiment comprendre. Cette phrase, elle l'a presque oubliée aussitôt. Elle ne savait pas encore qu'un jour, ce serait la seule chose qui lui resterait. Henri s'est éteint un soir d'hiver, la main dans la sienne. Dehors, le froid pinçait les vitres. Dans la chambre, il n'y avait que le tic-tac de la vieille horloge et le souffle de plus en plus léger de son père. Elle lui tenait la main, doucement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à tenir. Ses frères, eux, sont arrivés le lendemain. Trop tard pour les adieux, mais juste à temps, comme on le verra, pour le reste. Quelques semaines plus tard, Antoine l'a appelé. « On se retrouve samedi, à la maison de papa. Il faut qu'on parle des choses. » Elle est arrivée vers midi. Les 3 frères étaient déjà là, dans le salon qui sentait encore le café froid et la poussière des volets fermés. Mais il y avait aussi un homme qu'elle ne connaissait pas. Costume gris, mallette posée sur la table, des papiers étalés devant lui en éventail. « C'est maître Vasseur, » a dit Antoine, sans la regarder vraiment.
Il nous aide pour les démarches. » Elle s'est assise. Le notaire a parlé longtemps, des termes compliqués, des documents, des signatures. Elle écoutait à moitié, les mains croisées sur ses genoux, le cœur étrangement calme. Elle se disait que tout ça, c'était des formalités, que la famille, malgré tout, restait la famille. Elle ne pouvait pas savoir qu'en franchissant cette porte, tout à l'heure, elle ressortirait les mains vides, et le visage changeait pour toujours. Puis Antoine s'est éclairci la gorge et il a parlé. Il a expliqué qu'ils avaient tout vérifié avec le notaire, que la maison et la petite boutique revenaient aux 3 fils. Henri n'avait jamais laissé de testament écrit, et d'après les papiers qu'ils avaient retrouvés, c'étaient les garçons qui devaient hériter. Elle n'apparaissait nulle part. Pendant un instant, elle n'a rien dit. Elle les a regardés, l'un après l'autre. Antoine fixait la table. Marc tournait son alliance autour de son doigt. Julien, lui, avait presque l'air agacé d'être là. « Je me suis occupée de lui », a-t-elle fini par dire, d'une voix très calme. « J'étais là tous les jours. Vous n'étiez même pas là à la fin. » « Ça n'a rien à voir avec les papiers », a répondu Marc, sans lever les yeux. Et Julien a lâché, en haussant les épaules, comme si ça expliquait tout. « Tu es une femme, on savait que tu t'en occuperais. C'était un peu fait pour ça, non ?» Elle s'est levée, lentement. Elle a pris son sac, posé sa chaise bien droite contre la table, comme son père le faisait avec les siennes. « Un jour, a-t-elle dit, doucement, vous aurez besoin de moi. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de moi. » Elle est sortie sans claquer la porte. L'air froid lui a mordu le visage. Ce qu'aucun d'eux ne pouvait deviner, c'est que ses mains vides, dehors, dans le froid, allaient bientôt bâtir quelque chose d'impossible à reprendre. Elle a marché jusque chez elle, sans presque sentir le froid. Quand elle a ouvert la porte, Léa était là, à la table de la cuisine, penchée sur ses cahiers, la langue entre les dents. La petite a levé les yeux. Elle a vu quelque chose sur le visage de sa mère, mais elle n'a pas posé de questions. Hélène s'est assise à côté d'elle, a posé une main sur son épaule et a pris une longue inspiration, comme quelqu'un qui décide de ne pas couler. Les jours suivants, elle ne s'est pas effondrée, elle a réfléchi. Pas avec de la colère, avec une étrange clarté. 42 ans, une fille, un emploi à la caisse, et rien d'autre. Ses frères avaient gardé tout ce que leur père avait construit. Ça, elle ne pouvait pas le changer. Mais elle pouvait décider quoi faire avec ce qui lui restait. Et ce qui lui restait, c'était elle-même. C'est là que la phrase est revenue, celle d'Henri, un soir d'hiver. « Ce que tu sais faire de tes mains, personne ne pourra te le prendre. » Or elle savait faire une chose, depuis toujours, coudre. Reprendre un ourlet, transformer une vieille robe oubliée en pièce qu'on porte fièrement. Sa mère le lui avait appris, gamine, à la lumière jaune d'une lampe. Le week-end suivant, elle a sorti sa vieille machine du placard. Elle a accepté 2, 3 retouches pour des voisines. Au début, c'était 3 fois rien. Mais c'était à elle. Et personne n'imaginait jusqu'où ça irait. Les mois suivants se sont remplis d'un travail silencieux. En semaine, elle gardait son poste à la caisse du lundi au vendredi. Le soir, après le dîner, après les devoirs de Léa, elle s'installait à la machine. Le ronron de l'aiguille, le froissement du tissu sous ses doigts, l'odeur du fer chaud sur le coton. C'était devenu sa musique à elle. Elle dormait peu, mais elle dormait en paix, parce que ce qu'elle bâtissait était honnête, et que c'était à elle. Le quartier a répondu vite. Son travail était bon, de cette façon qui ne se triche pas, un ourlet droit, une couture nette, le soin de quelqu'un qui fait les choses pour de vrai. D'abord des voisines, puis les amis des voisines, puis des inconnus qui arrivaient en disant « C'est une dame qui m'a donné votre nom ». Une robe de mariée à reprendre, un costume à ajuster pour un entretien, un rideau, une fermeture, un vêtement d'enfant. Léa grandissait en la regardant faire, en la voyant construire quelque chose à partir de presque rien, avec ses mains et sa volonté. Ça aussi, c'était une leçon, peut-être la plus importante de toutes. Un soir, après avoir couché la petite, elle s'est assise avec son carnet et un thé qui fumait. Elle a compté les commandes de la semaine. Elle a recompté. Puis elle est restée immobile. Elle venait de comprendre qu'elle se trouvait devant une décision
qui pouvait tout changer ou tout faire s'écrouler. Un matin, elle a posé son tablier de caissière sur le comptoir et elle est partie. Ça n'a pas été facile. Quitter un salaire fixe pour quelque chose d'encore incertain, ça serre le ventre. Mais les chiffres lui disaient qu'elle pouvait le faire. Et cette petite voix intérieure, celle qu'ont les gens qui ont appris à se faire confiance, lui disait que c'était le moment. Elle a loué un petit local. Rien de grand, une pièce claire, 2 grandes tables, des étagères pour les rouleaux de tissu, une vitrine où entrait le soleil du matin. Elle y a installé ses machines. Elle a embauché une couturière du quartier, une femme aux mains sûres qui cherchait du travail. Et les commandes ont grossi. Des boutiques qui lui confiaient leurs retouches. Des familles entières avant un mariage. Des entreprises qui voulaient des uniformes ajustés, livrés à temps, bien faits. 3 ans après ce fameux jour où on l'avait laissé les mains vides, elle avait son propre atelier, déclaré, solide. Une petite équipe, une réputation dans tout le quartier qu'on avait mis des années à bâtir et que personne ne pourrait effacer. Elle a acheté une voiture, elle a déménagé dans un logement plus grand. Pour la première fois de sa vie, elle avait des économies. Elle n'était pas riche, elle était libre. Et cette différence-là, c'était tout. Pendant qu'elle montait, doucement, sûrement, de l'autre côté de la ville, l'héritage de ses frères, lui, commençait à se fissurer. La boutique de leur père, eux, n'a pas tenu. Aucun des 3 ne savait vraiment la faire tourner. Henri l'avait gérée avec une logique qui n'appartenait qu'à lui et qui n'avait jamais eu le temps d'expliquer à personne. Sans elle pour régler les imprévus, sans lui pour guider, le commerce a commencé à perdre ses clients. Plus l'argent, plus le crédit. Les volets ont fini par rester baissés. Ils ont voulu vendre la maison. Mais il y avait des problèmes de papier. Ces fameux papiers que Maître Vasseur n'avait jamais vraiment mis au propre. Tout s'est emmêlé. Les dettes, les démarches, les disputes entre eux. Parce que voyez-vous, quand l'argent vient à manquer, la famille qui s'était réunie pour prendre quelque chose à quelqu'un se met soudain à se déchirer. Marc est parti loin. Julien a perdu son emploi et a dérivé d'un endroit à l'autre, sans jamais se poser. Antoine, lui, est tombé le plus durement. Sans boutique, sans économie, avec des dettes accumulées en croyant que l'héritage du père le porterait toujours. Un mardi matin, le téléphone d'Hélène a sonné. À l'atelier, l'aiguille bourdonnait, le fer crachait sa petite vapeur. Elle a regardé l'écran. C'était le nom d'Antoine. Elle est restée là, le téléphone vibrant dans sa main, au milieu des tissus et de la lumière. Elle a repensé à cette phrase, dite un soir d'hiver, devant une porte qu'elle n'avait pas claquée. Elle a hésité, longtemps. Puis, elle a décroché. Antoine a parlé longtemps, la voix cassée. Tout avait fermé, il avait des dettes, il ne savait plus où aller. Si elle pouvait l'aider, n'importe comment, il la rembourserait dès qu'il le pourrait. Elle l'a écouté jusqu'au bout, sans l'interrompre. Puis elle a dit quelque chose qu'elle n'avait pas préparé, mais qui est sorti avec une netteté qui l'a surprise elle-même. « Antoine, le jour où tu m'as assise à cette table, avec ce notaire, pour me dire que je n'avais droit à rien parce que j'étais une femme, je suis partie les mains vides. Et seule, avec ma fille, j'ai dû tout reconstruire. » Il a voulu dire quelque chose. « Laisse-moi finir. Ce que vous croyez m'enlever, c'est devenu la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que ça m'a forcé à bâtir quelque chose à moi, que personne ne peut me reprendre. » Un silence. « Puis je vais pas te laisser à la rue. Tu es mon frère, ça ne change pas. Mais je ne ferai pas comme si rien ne s'était passé. Il y a un poste à l'atelier. Je te paierai comme n'importe qui, ni plus, ni moins. Lundi, 7h. Ne sois pas en retard. » Et elle a raccroché. Léa, cet automne-là, est entrée à l'université, la première de la famille. Hélène l'a regardée franchir les grilles, le sac sur l'épaule, ce pas décidé, exactement le sien. Le vrai héritage de son père n'avait jamais été la maison. C'était le geste de se lever chaque matin et de faire ce qu'il y a à faire, sans attendre que quiconque vous remercie. Un dimanche, en rentrant à pied, elle a fermé les yeux au soleil, et elle a souri, comme elle avait appris à le faire. Si cette histoire vous a touché, laissez en commentaire la ville d'où vous écoutez, et ces mots pour celle qui en a besoin aujourd'hui. J'y arriverai seule.